La morte amoureuse. Vous me demandez si j'ai aimé. Oui, c'est une histoire singulière et terrible. Et quoique j'aie 66 ans, j'ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferai pas à une âme moins éprouvée un pareil récit. Ce sont des événements si étranges que je ne puis croire qu'ils me soient arrivés. J'ai été pendant plus de 3 ans le jouet d'une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j'ai mené en rêve toutes les nuits une vie de damné, une vie de mondain et de sardanapale. Un seul regard, trop plein de complaisance, jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme. Mais enfin, je suis parvenu à chasser l'esprit malin qui s'était emparé de moi. Mon existence s'était compliquée d'une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j'étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes. La nuit, dès que j'avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant au dé, buvant et blasphémant. Et lorsqu'au lever de l'aube, je me réveillais, il me semblait au contraire que je m'endormais et que je rêvais que j'étais prêtre. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques. Le grand jour venu, je marchais à l'église d'un pas si léger qu'il me semblait que je fusse soutenu en l'air ou que j'eusse des ailes aux épaules. Je me croyais un ange et je m'étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons, car nous étions plusieurs. J'avais passé la nuit en prière et j'étais dans un état qui touchait presque à l'extase. L'évêque, vieillard vénérable, me paraissait Dieu le Père penché sur son éternité, et je voyais le ciel à travers les voûtes du temple. Je levai par hasard ma tête, que j'avais jusque-là tenue inclinée, et j'aperçus devant moi, si près que j'aurais pu la toucher, quoiqu'en réalité elle fût à une assez grande distance et de l'autre côté de la balustrade, une jeune femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. La charmante créature se détachait sur ce fond d'ombre comme une révélation angélique. Elle semblait éclairer d'elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme 2 fleuves d'or. On aurait dit une reine avec son diadème. Son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de 2 cils presque bruns. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux. Elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève, la mer commune. Des dents du plus bel Orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche, dans le satin rose de ses adorables joues. Elle portait une robe de velours nacara, et de ses larges manches doublées d'hermine sortaient des mains patriciennes, d'une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d'une si idéale transparence qu'ils laissaient passer le jour comme ceux de l'aurore. À mesure que je la regardais, je sentais s'ouvrir dans moi des portes qui jusqu'alors avaient été fermées. Des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues. La vie m'apparaissait sous un aspect tout autre. Je venais de naître à un nouvel ordre d'idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur. Chaque minute qui s'écoulait me semblait une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant et j'étais emporté bien loin du monde, dont mes désirs naissants assiégeaient furieusement l'entrée. Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne, pour m'écrier que je ne voulais pas être prêtre, mais je ne pus en venir à bout. Ma langue resta clouée à mon palais, et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif. J'étais tout éveillé dans un état pareil à celui du cauchemar, où l'on veut crier un mot dont votre vie dépend, sans en pouvoir venir à bout. Elle parut sensible au martyre que j'éprouvais, et, comme pour m'encourager, elle me lança une œillade pleine de divines promesses. Ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant. Elle me disait
suis la vie. Viens à moi, nous serons l'amour. C'en était fait, j'étais prêtre. Jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse aussi poignante. La jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement à côté d'elle. La mère auprès du berceau vide de son enfant. Ève, assise sur le seuil de la porte du paradis. L'avare qui trouve une pierre à la place de son trésor. Le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage. Non point un air plus atterré et plus inconsolable. Le sang abandonna complètement sa charmante figure et elle devint d'une blancheur de marbre. Ses beaux bras tombèrent le long de son corps, comme si les muscles en avaient été dénoués, et elle s'appuya contre un pilier car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle. Comme j'allais franchir le seuil, une main s'empara brusquement de la mienne, une main de femme. Je n'en avais jamais touché. Elle était froide comme la peau d'un serpent, et l'empreinte m'en resta brûlante comme la marque d'un fer rouge. C'était elle. « Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait ?» me dit-elle à voix basse. Puis elle disparut dans la foule. Au détour d'une rue, pendant que le jeune prêtre tournait la tête d'un autre côté, un page nègre, bizarrement vêtu, s'approcha de moi et me remit sans s'arrêter dans sa course un petit portefeuille à coins d'or ciselés, en me faisant signe de le cacher. Je le fis glisser dans ma manche et l'y tins jusqu'à ce que je fusse seul dans ma cellule. Je fis sauter le fermoir. Il n'y avait que 2 feuilles avec ces mots. Clarimonde, au palais Concini. J'étais alors si peu au courant des choses de la vie que je ne connaissais pas Clarimonde, malgré sa célébrité, et que j'ignorais complètement où était situé le palais Concini. Je fis 1000 conjectures plus extravagantes les unes que les autres, mais, à la vérité, pourvu que je pusse la revoir, j'étais fort peu inquiet de ce qu'elle pouvait être, grande dame ou courtisane, et je sentais la vie monter en moi comme un lac intérieur qui s'enfle et qui déborde. Mon sang battait avec force dans mes artères. Ma jeunesse, si longtemps comprimée, éclatait tout d'un coup comme l'aloe, qui met 100 ans à fleurir et qui éclot avec un coup de tonnerre. Ah, si je n'eusse pas été prêtre, j'aurais pu la voir tous les jours. J'aurais été son amant, son époux, me disais-je dans mon aveuglement. Au lieu d'être enveloppé dans mon triste suaire, j'aurais des habits de soie et de velours, des chaînes d'or, une épée et des plumes comme les beaux jeunes cavaliers. Mes cheveux, au lieu d'être déshonorés par une large tonsure, se joueraient autour de mon cou en boucles ondoyantes. Je me jetais sur mon lit, mordant mes doigts et ma couverture comme un tigre à jeun depuis 3 jours. J'aperçus l'abbé Sérapion qui se tenait debout au milieu de la chambre et qui me considérait attentivement. « Prenez garde, mon frère, et n'écoutez pas les suggestions du diable. Priez, jeûnez, méditez, et le mauvais esprit se retirera. Je venais vous annoncer votre nomination à la cure de C. Le prêtre qui la possédait vient de mourir, et monseigneur l'évêque m'a chargé d'aller vous y installer. Soyez prêts pour demain. » Je répondis d'un signe de tête que je le serais, et l'abbé se retira. Partir demain sans l'avoir revue, perdre à tout jamais l'espérance de la rencontrer à moins d'un miracle. Ce que l'abbé Sérapion m'avait dit des artifices du diable me revenait en mémoire. L'étrangeté de l'aventure, la beauté surnaturelle de Clarimonde, l'éclat phosphorique de ses yeux, l'impression brûlante de sa main, le trouble où elle m'avait jeté, le changement subit qui s'était opéré en moi, ma piété évanouie en un instant. Tout cela prouvait clairement la présence du diable, et cette main satinée n'était peut-être que le gant dont il avait recouvert sa griffe. Le lendemain, Sérapion me vint prendre. 2 mules nous attendaient à la porte, chargées de nos maigres valises. Il monta l'une et moi l'autre tant bien que mal. Nous arrivâmes à la porte de la ville et nous commençâmes à gravir la colline. Quand je fus tout en haut, je me retournai pour regarder une fois encore les lieux où vivait Clarimonde. L'ombre d'un nuage couvrait entièrement la ville. Par un
ce palais que je vois tout là-haut éclairé d'un rayon de soleil ?» demandai-je à Sérapion. Il mit sa main au-dessus de ses yeux et, ayant regardé, il me répondit: « C'est l'ancien palais que le prince Concini a donné à la courtisane Clarimonde. Il s'y passe d'épouvantables choses. En ce moment, je ne sais encore si c'est une réalité ou une illusion. Je crus voir y glisser sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et s'éteignit. C'était Clarimonde. » L'ombre gagna le palais. Sérapion toucha sa mule dont la mienne prit aussitôt l'allure. Au bout de 3 journées de route par des campagnes assez tristes, nous vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l'église que je devais desservir. Nous nous trouvâmes devant la façade, un porche orné de quelques nervures et de 2 ou 3 piliers de grès grossièrement taillés. À gauche, le cimetière, plein de hautes herbes, avec une grande croix de fer au milieu. À droite, et dans l'ombre de l'église, le presbytère. C'était une maison d'une simplicité extrême et d'une propreté aride. Nous entrâmes. Un habois éraillé et enroué se fit entendre, et nous vîmes accourir un vieux chien. Une femme assez âgée et qui avait été la gouvernante de l'ancien curé vint aussi à notre rencontre, et après m'avoir fait entrer dans une salle basse, me demanda si mon intention était de la garder. Je lui répondis que je la garderais, elle et le chien, et tout le mobilier que son maître lui avait laissé à sa mort. Mon installation faite, l'abbé Sérapion retourna au séminaire. Je demeurai donc seul et sans autre appui que moi-même. La pensée de Clarimonde recommença à m'obséder, et quelques efforts que je fisse pour la chasser, je n'y parvenais pas toujours. Je vivais ainsi depuis 1 an, remplissant avec exactitude tous les devoirs de mon état, priant, jeûnant, exhortant et secourant les malades. Les paroles de Clarimonde me revenaient souvent sur les lèvres, comme une espèce de refrain involontaire. Une nuit, l'on sonna violemment à ma porte. La vieille gouvernante alla ouvrir, et un homme au teint cuivré et richement vêtu, mais selon une mode étrangère avec un long poignard, se dessina sous les rayons de la lanterne de Barbara. Son premier mouvement fut la frayeur, mais l'homme la rassura et lui dit qu'il avait besoin de me voir sur le champ pour quelque chose qui concernait mon ministère. Barbara le fit monter. J'allais me perdre au lit. L'homme me dit que sa maîtresse, une très grande dame, était à l'article de la mort et désirait un prêtre. Je répondis que j'étais prêt à le suivre. Je pris avec moi ce qu'il fallait pour l'extrême-onction et je descendis en toute hâte. Nous traversâmes une forêt d'un sombre si opaque et si glacial que je me sentis courir sur la peau un frisson de superstitieuse terreur. Les aigrettes d'étincelles que les fers de nos chevaux arrachaient aux cailloux laissaient sur notre passage comme une traînée de feu. Nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre entre 2 énormes tours. Une grande agitation régnait dans le château. Des domestiques avec des torches à la main traversaient les cours en tous sens, et des lumières montaient et descendaient de palier en palier. J'entrevis confusément d'immenses architectures, des colonnes, des arcades, des perrons et des rampes, un luxe de construction tout à fait royal et féerique. Un page nègre, le même qui m'avait donné les tablettes de Clarimonde, et que je reconnus à l'instant, me vint aider à descendre, et un majordome vêtu de velours noir avec une chaîne d'or au col et une canne d'ivoire à la main s'avança au-devant de moi. De grosses larmes débordaient de ses yeux et coulaient le long de ses joues sur sa barbe blanche. « Trop tard !» fit-il en hochant la tête. « Trop tard, Seigneur prêtre. Mais si vous n'avez pu sauver l'âme, venez veiller le pauvre corps. » Il me prit par le bras et me conduisit à la salle funèbre. Je pleurais aussi fort que lui, car j'avais compris que la morte n'était autre que cette Clarimonde, tant et si follement aimée. Je tombais en rêverie. Cette chambre n'avait rien d'une chambre de mort. Au lieu de l'air fétide et cadavéreux que j'étais accoutumé à respirer en ces veilles funèbres, une langoureuse fumée d'essence orientale, je ne sais quelle amoureuse odeur de femme, nageait doucement dans l'air attiédi. Mes yeux tombèrent sur le lit de parade qu'ils avaient jusqu'alors évité. Les rideaux de damas rouge à grandes fleurs, relevés par des torsades d'or, laissaient voir la morte, couchée tout de son long
et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante, que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Je me figurais qu'elle n'était point morte, réellement, et que ce n'était qu'une feinte, qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour. Un instant même, je crus avoir vu bouger son pied dans la blancheur des voiles. Cette perfection de forme, quoique purifiée et sanctifiée par l'ombre de la mort, me troublait plus voluptueusement qu'il n'aurait fallu, et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l'on s'y serait trompé. Je me penchai vers elle, et je pris le coin du drap. Je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l'éveiller. Mes artères palpitaient avec une telle force que je les sentais siffler dans mes tempes, et mon front ruisselait de sueur, comme si j'eusse remué une dalle de marbre. C'était en effet la Clarimonde, telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination. Elle était aussi charmante, et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus. Ses longs cheveux dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller à sa tête et protégeaient de leurs boucles la nudité de ses épaules. Je ne sais si cela était une illusion ou un reflet de la lampe, mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mate pâleur. Cependant, elle était toujours de la plus parfaite immobilité. La nuit s'avançait, et, sentant approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige! Un léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de Clarimonde répondit à la pression de la mienne. Ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclat. Elle fit un soupir, et, décroisant ses bras, elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. « Ah, c'est toi, Romuald !» dit-elle d'une voix languissante et douce, comme les dernières vibrations d'une harpe. « Que fais-tu donc ? Je t'ai attendue si longtemps que je suis morte. Mais maintenant nous sommes fiancés. Je pourrais te voir et aller chez toi. Adieu, Romuald. Adieu. Je t'aime. C'est tout ce que je voulais te dire. Et je te rends la vie que tu as rappelée sur moi. Une minute avec ton baiser. À bientôt. » Sa tête retomba en arrière, mais elle m'entourait toujours de ses bras, comme pour me retenir. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre. La lampe s'éteignit, et je tombai évanoui sur le sein de la belle morte. Quand je revins à moi, j'étais couché sur mon lit dans ma petite chambre du presbytère, et le vieux chien de l'ancien curé léchait ma main allongée, hors de la couverture. J'ai su depuis que j'étais resté 3 jours ainsi, ne donnant d'autres signes d'existence qu'une respiration presque insensible. Ces 3 jours ne comptent pas dans ma vie, et je ne sais pas où mon esprit était allé pendant tout ce temps. Un matin, je vis entrer l'abbé Sérapion. Il me dit d'une voix claire et vibrante qui résonna à mon oreille, comme les trompettes du jugement dernier. La grande courtisane Clarimonde est morte dernièrement, à la suite d'une orgie qui a duré 8 jours et 8 nuits. Ça a été quelque chose d'infernalement splendide. On a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre. Dans quel siècle vivons-nous, bon Dieu ? Les convives étaient servis par des esclaves, basanés, parlant un langage inconnu, et qui m'ont tout l'air de vrais démons. La pierre de Clarimonde devrait être scellée d'un triple sceau, car ce n'est pas à ce qu'on dit la première fois qu'elle est morte. Que Dieu veille sur vous, Romuald. » Après avoir dit ces mots, Sérapion regagna la porte à pas lents, et je ne le revis plus. Une nuit, je fis un rêve. J'avais à peine bu les premières gorgées du sommeil que j'entendis ouvrir les rideaux de mon lit. Je vis nombre de femmes qui se tenaient debout devant moi. Je reconnus sur le champ Clarimonde. Elle avait pour tout vêtement le suaire de
s'effondrait sur son lit de parade, dont elle retenait les plis sur sa poitrine, comme honteuse d'être si peu vêtue. Les petites fleurs bleues que j'avais remarquées dans ses cheveux étaient tout à fait sèches et avaient presque perdu toutes leurs feuilles, ce qui ne l'empêchait pas d'être charmante. Elle me dit en se penchant vers moi, avec cette voix argentine et veloutée à la fois que je n'ai connue qu'à elle. Je me suis bien fait attendre, mon cher Romuald, et tu as dû croire que je t'avais oublié. Mais je viens de bien loin, et d'un endroit d'où personne n'est encore revenu. Il n'y a ni lune, ni soleil au pays d'où j'arrive. Ce n'est que de l'espace et de l'ombre, ni chemin, ni sentier. Que d'efforts il m'a fallu faire avant de lever la dalle dont on m'avait recouverte. J'étais tombé sans résistance et au premier assaut. Je n'avais pas même essayé de repousser le tentateur. Jamais Satan n'a mieux caché ses griffes et ses cornes. Ses prunelles se ravivèrent et brillèrent comme des chrysoprases. Tu viendras avec moi, tu me suivras où je voudrais. Tu laisseras tes vilains habits noirs. Tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers. Tu seras mon amant, être l'amant avoué de Clarimonde, qui a refusé un pape. C'est beau cela. Ah, la bonne vie bienheureuse, la belle existence dorée que nous mènerons. Quand partons-nous, mon gentilhomme ? Demain, demain, m'écriai-je dans mon délire. Demain, soit, reprit-elle. J'aurai le temps de changer de toilette, car celle-ci est un peu succincte et ne vaut rien pour le voyage. Je te viendrai prendre à cette heure-ci. Adieu, cher cœur. Et elle effleura mon front du bout de ses lèvres. La lampe s'éteignit, les rideaux se refermèrent, et je ne vis plus rien. Un sommeil de plomb, un sommeil sans rêve s'appesantit sur moi et me tint engourdi jusqu'au lendemain matin. Je me réveillai plus tard que de coutume, et le souvenir de cette singulière vision m'agita toute la journée. Je finis par me persuader que c'était une pure vapeur de mon imagination échauffée. Ce ne fut pas sans quelque appréhension de ce qui allait arriver que je me mis au lit, après avoir prié Dieu d'éloigner de moi les mauvaises pensées et de protéger la chasteté de mon sommeil. Je m'endormis bientôt profondément, et mon rêve se continua. Les rideaux s'écartèrent et je vis Clarimonde, non pas comme la première fois, pâle dans son pâle suaire et les violettes de la mort sur les joues, mais gaie, leste et pimpante, avec un superbe habit de voyage en velours vert orné de ganses d'or. Elle tenait à la main une petite cravache terminée par un sifflet d'or. Elle m'en toucha légèrement et me dit « Eh bien, beau dormeur, est-ce ainsi que vous faites vos préparatifs ? Levez-vous bien vite et nous n'avons pas de temps à perdre. » Je sautai à pas du lit. Je m'habillai en hâte et elle me tendait elle-même les pièces du vêtement en riant aux éclats de ma gaucherie et en m'indiquant leur usage quand je me trompais. Elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de Venise. Je n'étais plus le même et je ne me reconnus pas. J'étais beau et ma vanité fut sensiblement chatouillée de cette métamorphose. Elle me prit la main et m'entraîna. Toutes les portes s'ouvraient devant elle aussitôt qu'elle les touchait, et nous passâmes devant le chien sans l'éveiller. À la porte, nous trouvâmes Margueriton. C'était l'écuyer qui m'avait déjà conduit. Il tenait en bride 3 chevaux noirs comme les premiers, un pour moi, un pour lui, un pour Clarimonde. Nous arrivâmes bientôt dans une plaine où, auprès d'un bouquet d'arbres, nous attendait une voiture attelée de 4 vigoureuses bêtes. À dater de cette nuit, ma nature s'est en quelque sorte dédoublée, et il y eut en moi 2 hommes dont l'un ne connaissait pas l'autre. Tantôt, je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu'il était gentilhomme, tantôt un gentilhomme qui rêvait qu'il était prêtre. Toujours est-il que j'étais, ou du moins que je croyais être à Venise. Nous habitions un grand palais de marbre sur le Canaleio, plein de fresques et de statues. Clarimonde entendait la vie d'une grande manière, et elle avait un peu de Cléopâtre dans sa nature. Avoir Clarimonde, c'était avoir
incapable d'elle-même, un vrai caméléon. Elle vous faisait commettre avec elle l'infidélité que vous eussiez commise avec d'autres, en prenant complètement le caractère, l'allure et le genre de beauté de la femme qui paraissait vous plaire. J'aurais été parfaitement heureux sans un maudit cauchemar qui revenait toutes les nuits et où je me croyais un curé de village se macérant et faisant pénitence de mes excès du jour. Depuis quelque temps, la santé de Clarimonde n'était pas aussi bonne. Son teint s'amortissait de jour en jour. Les médecins qu'on fit venir n'entendaient rien à sa maladie et ils ne savaient qu'y faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus. Cependant, elle pâlissait à vue d'œil et devenait de plus en plus froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnu. Je me désolais de la voir ainsi lentement dépérir. Elle, touchée de ma douleur, me souriait doucement et tristement avec le sourire fatal des gens qui savent qu'ils vont mourir. Un matin, j'étais assis auprès de son lit et je déjeunais sur une petite table pour ne pas la quitter d'une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde. Le sang partit aussitôt en filets pourpres et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s'éclairèrent, sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer avec un air d'indicible volupté. Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et précieusement, comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès. Un soir, je vis dans ma glace, dont elle n'avait pas calculé la perfide position, Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu'elle avait coutume de préparer après le repas. Je pris la coupe, je feignis d'y porter mes lèvres, et je la posai sur quelques meubles comme pour l'achever plus tard à mon loisir. Et profitant d'un instant où la belle avait le dos tourné, j'en jetai le contenu sous la table. Après quoi, je me retirai dans ma chambre et je me couchai, bien déterminé à ne pas dormir et à voir ce que tout cela deviendrait. Je n'attendis pas longtemps. Clarimonde entra en robe de nuit et, s'étant débarrassée de ses voiles, s'allongea dans le lit auprès de moi. Quand elle se fut bien assurée que je dormais, elle découvrit mon bras et tira une épingle d'or de sa tête. Puis, elle se mit à murmurer à voix basse. Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu m'aimes encore, il ne faut pas que je meure. Ah, pauvre amour, ton beau sang d'une couleur pourpre si éclatante, je vais le boire. Elle me fit une petite piqûre avec son aiguille et se mit à pomper le sang qui en coulait. Quoiqu'elle en eût bu à peine quelques gouttes, la crainte de m'épuiser la prenant, elle m'entoura avec soin le bras d'une petite bandelette après avoir frotté la plaie d'un onguent qui la cicatrisa sur le champ. Je n'avais pas grand peur. Je me serais ouvert le bras moi-même et je lui aurais dit « Bois, et que mon amour s'infiltre dans ton corps avec mon sang. » Pour éviter de tomber dans ces fatigantes hallucinations, j'essayais de m'empêcher de dormir. Mais le sable de l'assoupissement me roulait bientôt dans les yeux, et le courant me rentraînait vers les rives perfides. Sérapion me faisait les plus véhémentes exhortations. Il me dit « Pour vous débarrasser de cette obsession, il n'y a qu'un moyen, et quoi qu'il soit extrême, il le faut employer. Je sais où Clarimonde a été enterrée. Il faut que nous la déterrions, et que vous voyiez dans quel état pitoyable est l'objet de votre amour. Vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un cadavre immonde dévoré des vers, et prêt de tomber en poudre. » J'étais si fatigué de cette double vie que j'acceptais, voulant savoir, une fois pour toutes, qui du prêtre ou du gentilhomme était dupe d'une illusion. L'abbé Sérapion se munit d'une pioche, d'un levier et d'une lanterne, et à minuit nous nous dirigeâmes vers le cimetière. Nous arrivâmes enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes dévorées de mousse et de plantes parasites, où nous déchiffrâmes ce commencement d'inscription. Ici gît Clarimonde, qui fut de son vivant la plus belle du monde. Sérapion glissa la
l'interstice de la pierre et commença à la soulever. La pierre céda et il se mit à l'ouvrage avec la pioche. Il ruisselait de sueur. C'était un spectacle étrange et qui nous eût vus du dehors nous eût plutôt pris pour des profanateurs et des voleurs de linceul que pour des prêtres de Dieu. Enfin, la pioche de Sérapion heurta le cercueil dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore, avec ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche. Il en renversa le couvercle et j'aperçus Clarimonde, pâle comme un marbre, les mains jointes. Son blanc suaire ne faisait qu'un seul pli de sa tête à ses pieds. Une petite goutte rouge brillait comme une rose au coin de sa bouche décolorée. Sérapion, à cette vue, entra en fureur. « Ah, te voilà, démon, courtisane impudique, buveuse de sang et d'or !» Et il aspergea d'eau bénite le corps et le cercueil sur lequel il traça la forme d'une croix avec son goupillon. La pauvre Clarimonde n'eût pas été plus tôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière. Ce ne fut plus qu'un mélange affreusement informe de cendres et d'eau à demi calcinée. Je baissai la tête. Une grande ruine venait de se faire au-dedans de moi. Je retournai à mon presbytère et le seigneur Romuald, amant de Clarimonde, se sépara du pauvre prêtre à qui il avait tenu pendant si longtemps une si étrange compagnie. Seulement, la nuit suivante, je vis Clarimonde. Elle me dit, comme la première fois, sous le portail de l'église: « Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile? N'étais-tu pas heureux? Et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant? Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais. Adieu, tu me regretteras. » Elle se dissipa dans l'air comme une fumée, et je ne la revis plus. Hélas, elle a dit vrai. Je l'ai regretté plus d'une fois, et je la regrette encore. Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours les yeux fixés en terre, car, si chaste et si calme que vous soyez, il suffit